Merci Vincent Delahaye de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu de l'Essonne. Merci de m'avoir invité. Élu de l'Essonne, membre du groupe Union Centriste et rapporteur de cette commission d'enquête qui a été lancée hier sur la question des prix de l'électricité et de la production d'électricité. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, l'actualité politique, 2 semaines quasiment après sa nomination, Gabriel Attal n'a toujours pas fait son discours de politique générale. Il est prévu dans 10 jours. Est-ce que c'est trop tard pour vous ? Non. Moi, je pense que prendre son temps à la fois pour former un gouvernement et puis pour aussi réfléchir à la politique générale que l'on va mener, ça me paraît pas non plus excessif. Voilà, il faut arrêter de vouloir aller toujours trop vite. Donc moi, je pense qu'il faut prendre son temps, il faut bien réfléchir et ensuite il faut agir. Et c'est ce qu'on attend du gouvernement et du président de la République, c'est des actions. Il a réussi ses premiers pas de Premier ministre, Gabriel Attal, pour vous ? Écoutez, en tout cas, il présente bien, il parle bien, donc ça, c'est quelque chose qui plaît. Il sait faire de ce point de vue-là. Après, il sera jugé à ses actes, comme tout homme politique. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que pour l'instant, ça a été... il est passé beaucoup trop vite sur des postes importants, les comptes publics, ensuite l'éducation. Pour moi, il n'a pas eu le temps de faire ses preuves. Donc on va voir en tant que Premier ministre combien de temps il va rester. Et c'est une charge très difficile, le poste de Premier ministre. Donc on est sur le devant de la scène en permanence. Donc voilà, moi je souhaite qu'il réussisse, hein, bien sûr, pour la France. Et puis on souhaite tous qu'un gouvernement réussisse. On a intérêt. Maintenant, voilà, il part avec une situation qui est quand même pas évidente. Et donc je demande à voir. Qu'est-ce que vous attendez de son discours de politique générale ? Ce sera le 30 janvier, dans une dizaine de jours. Qui nous donne les grandes priorités du gouvernement. Les grandes priorités, c'est pas 15 priorités. Hein. Quand vous avez 4-5 priorités, pour moi, c'est le maximum. Sinon, c'est plus des priorités. Moi, je me plains souvent qu'on a l'impression qu'il y a 30 priorités en France. Donc, ça peut pas. Il faut se concentrer. Et pour ma part, moi, je suis, vous savez, très attaché aux finances publiques et au sérieux et à la rigueur dans la gestion de l'argent public. Et donc, j'attends de sa part des engagements sur ce plan-là. Parce que, on va peut-être y venir, mais sur la conférence de presse du président de la République, qui a annoncé pas mal de mesures, des mesures qui vont plutôt prises individuellement dans le bon sens. Je ne sais pas si ça répond complètement à l'attente des Français, mais enfin bon, après je pense qu'il y a un petit problème de diagnostic sur l'état de la société française aujourd'hui, entre le président et les Français. Je ne suis pas sûr qu'ils aient exactement la même vision de l'état. Emmanuel Macron, il décrit une France trop idyllique selon vous ? Un petit peu optimiste, mais c'est un petit peu son rôle aussi. Mais les Français ont peut-être une vision un peu trop pessimiste, hein, parce que quand on voyage un peu et qu'on voit ce qui se passe ailleurs, on peut dire qu'on n'est pas forcément super malheureux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des malheureux en France, mais en moyenne... C'est son rôle d'essayer d'impulser un petit peu de positif, ou c'est la preuve qu'il est déconnecté des réalités des Français ? C'est pas facile. Le diagnostic est pas facile à faire. Je pense que c'est son rôle de pousser pour qu'il y ait de l'optimisme, qu'il y ait de l'envie de faire et d'innover, d'avancer. Mais en même temps, il faut quand même se rendre compte aussi de la réalité de la vie d'un certain nombre de Français, des contraintes que l'on a, de la façon dont on gère notre pays, parce que en fait, on gère notre pays avec des déficits et de la dette. C'est assez simple. Et c'est ce que je voulais vous dire par rapport à toutes les mesures qui ont été annoncées. Moi, j'ai été surpris qu'à la fin, on ne dise pas « mais combien ça coûte tout ça ?» Personne n'a posé la question de combien ça coûte, qui va payer. Et c'est quand même une question de base. Quand vous annoncez des choses, vous dites voilà, c'est le consommateur, on va venir sur l'électricité, c'est le contribuable. Là, on veut baisser les impôts, on veut faire des tas de mesures nouvelles. Et alors qu'on est déjà en super déficit, on a 35% de déficit. Hein. Il faut savoir, hein, c'est pas 3-4% comme on nous raconte. Mais Bruno Le Maire, il alerte là-dessus. Il dit qu'il va falloir faire des efforts, qu'il va falloir faire des économies. Bruno Le Maire, il est assez mal placé pour alerter parce que c'est lui qui a dépensé pendant. Il a géré le quoi qu'il en coûte. C'était des centaines de milliards par-ci par-là et en veux-tu en voilà. Aujourd'hui, il nous dit il faut faire attention, il faut arrêter, mais ça fait un petit moment qu'il faut faire ça. Et ça veut dire que les 2 milliards de baisse d'impôts pour les classes moyennes, pour vous, il ne faut pas les faire ? Écoutez, moi, naturellement et par conviction, je pense qu'on a un pays qui paye trop d'impôts, globalement, trop d'impôts et de charges, donc il faut alléger tout ça. Mais pour alléger tout ça, il faut alléger la dépense publique. Si on n'allège pas la dépense publique, il n'y a pas de secret. Qu'est-ce qu'on fait ? On reporte tout cet argent sur vous, hein, sur les jeunes générations, sur nos enfants. Moi, je suis effaré des déficits et des dettes qu'on va laisser en héritage.
je suis quelqu'un de responsable, j'ai toujours géré l'argent public de façon rigoureuse et ça ne m'a jamais valu de l'opprobre ou autre. En tout cas, j'ai pu gérer rigoureusement et pour moi, la rigueur, c'est quelque chose d'indispensable quand on gère de l'argent public. Et j'ai pas l'impression que ça soit quand même quelque chose qui soit largement partagé en France, et je trouve ça dommage. Un dernier mot, puisqu'on a vu dans le journal ces images d'Emmanuel Macron et de Rachida Dati côte à côte. Hier, c'était le premier déplacement politique d'Emmanuel Macron après le remaniement. Il a choisi de le faire avec Rachida Dati. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette nomination et de ce choix ? Écoutez, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, il l'a dit d'ailleurs, il a toujours essayé de rassembler le plus largement, ce qui est bien en soi. Et quand on rassemble forcément des gens différents. Donc moi je trouve qu'un gouvernement qui veut rassembler, il faut qu'il y ait des personnalités différentes dedans. Alors on pense qu'on veut de Rachida Dati, mais je pense que c'est un coup politique qui n'est pas forcément mauvais, si on prend de ce point de vue-là. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a d'expérience, qui a déjà été ministre, qui peut apporter des choses. Alors, elle est sur un secteur, la culture, qui n'est pas forcément très facile à gérer non plus. Mais enfin bon, en même temps, elle a du savoir-faire et je pense qu'elle va réussir à faire avancer le sujet de façon positive. Est-ce que vous souhaitez, parce qu'il y a une deuxième vague de nominations qui est attendue, est-ce que vous souhaitez que le rassemblement... Je souhaite en être. Déjà ? Non, oui mais, ou non ? Non, mais... Non, mais est-ce que vous souhaitez que ça aille jusqu'à l'UDI ? Écoutez, ça pourrait aller jusqu'à l'UDI, sauf qu'on ne sent pas forcément de volonté de le faire aujourd'hui. En tout cas, il faudrait qu'on le fasse Vous iriez si on vous le propose ? Non, mais il faudrait que ça dépendrait du discours de politique générale dont on parlait tout à l'heure. Il faut savoir où on va, comment on y va. Moi, si c'est pour y aller, pour faire ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est-à-dire du quoi qu'il en coûte, personnellement, c'est pas possible. On va justement parler de la hausse des prix de l'électricité. Emmanuel Macron était également attendu sur ce sujet mardi, puisque c'est un sujet d'inquiétude pour les Français. Une hausse qui est attendue de 10% au mois de février. On va faire le point sur tout ça avec Quentin Calmet qui nous rejoint. Bonjour Ariane, bonjour Vincent Delay. Bonjour. Et Quentin, les tarifs de l'électricité devraient donc augmenter le 1er février prochain. Bruno Le Maire a commencé à préparer les esprits, ça fait plusieurs mois déjà. Oui, c'est vrai, on attend le décret, il doit être pris avant le 31 janvier pour savoir à combien va se chiffrer la hausse du prix de l'électricité. Pour rappel, la facture s'est déjà envolée en 2023, plus 15% en février de l'année dernière, plus 10% en août dernier. La hausse des tarifs en 2023 représente 430 € selon l'association l'UFC Que Choisir quand on prend un consommateur de référence. Et donc, vous le disiez Oriane, le prix devrait continuer à grimper en février prochain, de quoi s'inquiéter. Écoutez le ministre de l'économie lundi dernier lors de la visite de la centrale nucléaire de Gravelines dans le Nord. S'agissant de la facture d'électricité, il n'y aura pas d'augmentation de plus de 10%, comme je m'y suis toujours engagé. 10%, ce serait donc le maximum, acté dans les prochains jours. Mais cela pourrait représenter quand même 200 € supplémentaires cette année sur la facture moyenne des Français. Une hausse du prix due à la hausse des taxes, car les cours de l'électricité sont revenus à la normale. La hausse des prix, vous le voyez dans cet article, c'est donc bien la seule responsabilité du gouvernement. C'est ce que dit ce papier de Public Sénat. Les oppositions appellent donc le gouvernement à revenir sur cette décision. Écoutez sur notre antenne Manuel Bompard pour la France Insoumise, qui adresse au passage un message à Gabriel Attal. Cette augmentation de 10% du prix de l'électricité au 1er février est uniquement due à une décision gouvernementale. Le prix de l'électricité sur les marchés a baissé. Il y a la possibilité d'annuler cette hausse. Il suffit d'une simple décision gouvernementale. Par exemple, il pourrait effectivement décider de le faire. Certains observateurs ont même pensé que le chef de l'État, il aurait pu revenir sur cette hausse lors de sa grande conférence de presse. Tous les regards qui se tournaient vers lui cette semaine. Mais donc, on attendra de voir ce que va faire Gabriel Attal le 30 janvier lors de son discours de politique générale. Emmanuel Macron, lors de sa conférence de presse, n'est pas rentré dans les détails, expliquant ne pas vouloir, je cite, se substituer au gouvernement qui doit prendre donc cette décision. Écoutez la suite. L'électricité, le prix va revenir dans la norme. Mais surtout, il restera, quel que soit ce que le gouvernement annonce dans les prochains jours, substantiellement inférieur à ce qui est payé en Allemagne, en Espagne, en Italie. Ça, il faut le regarder aussi. Et donc là où ça aurait dû augmenter de plus de 100%, l'année dernière, ça a dû augmenter de 25% l'électricité, et on va continuer d'avoir un prix de l'électricité nettement inférieur à nos voisins.
Vincent Delahaye, qu'est-ce que vous en pensez? Que doit faire le gouvernement? Taxer ou ne pas taxer? Telle est la question. Alors en fait, le gouvernement avait décidé l'an dernier d'aider largement les Français en diminuant les taxes sur l'électricité de façon à limiter la hausse qui aurait dû être celle du prix de l'électricité. L'an dernier, ça a été limité, même si on l'a senti quand même, hein, et tout le monde l'a senti. Mais donc... Aujourd'hui, avec le prix des marchés qui ont diminué considérablement, ils s'étaient envolés de façon incroyable, aujourd'hui, c'est pas anormal d'essayer de retrouver un niveau, alors, j'allais dire normal de taxes. Après, quel est le niveau normal de taxes? Ça fait partie des sujets qu'on va aborder lors de notre commission d'enquête. Hein. C'est aussi sur cette question du prix, moi, qui m'a alerté. Pourquoi j'ai souhaité créer cette commission d'enquête? C'est parce que la volatilité des prix de l'électricité, alors que c'est un produit de première nécessité, hein, pour chacun d'entre nous, pour les entreprises, pour la compétitivité du pays. Et moi, je me suis dit, c'est pas possible qu'on ait un système qui soit aussi compliqué, avec un tarif réglementé, un marché de gros, un marché spot, des contraintes européennes. Personne n'y comprend rien, en fait. Oui, comment est-ce qu'il faut comprendre la hausse de 10% que veut le gouvernement? C'est pour renflouer la dette du pays? Non, c'est pour revenir à la normale, je dirais, par rapport à la situation antérieure, puisqu'en fait, on a baissé considérabement pratiquement au minimum. Hein, en fait, on a étalé en fait la hausse qu'on aurait dû avoir en pic. Elle est lissée en fait on l'étale dans le temps. On rattrape en fait la hausse de l'année dernière. Pas complètement, mais on en rattrape une partie. Et après, est-ce qu'il faut continuer comme ça? Moi, je pense qu'on pourra faire des propositions, nous en tout cas au niveau de la commission d'enquête, sur la façon dont on peut aider ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire ceux qui ont le moins de moyens, de façon ciblée, parce que moi je suis pour des aides ciblées. Hein. Quand on aide de façon ciblée, pas de façon générale. Et ensuite, comment on arrive à avoir une électricité qui aujourd'hui est relativement compétitive par rapport à l'Europe? Peut-être pas par rapport à l'ensemble du monde, hein. Si on regarde dans le monde, parce qu'on fait toujours des comparaisons avec l'Europe, et souvent l'Europe est plus chère que les États-Unis, que la Chine et qu'ailleurs. Et pour notre compétitivité économique, pour nos entreprises, c'est important aussi de pouvoir avoir une électricité qui soit compétitive sur les marchés. Vous ne demandez pas, Emmanuel Macron, de revenir sur cette hausse, ou au moins de l'amoindrir? Non, écoutez, je pense que après il faut qu'on arrive à faire de la clarté sur le sujet. Tant qu'on n'a pas fait de la clarté sur le sujet, moi je peux pas me prononcer. Je considère que le gouvernement a pris une décision l'an dernier qu'on pouvait approuver ou ne pas approuver, mais de faire un gros effort et de demander à EDF de faire des gros efforts, parce que EDF a fait des pertes considérables, parce que EDF a payé une partie des décisions prises par le gouvernement. Les boucliers, oui. Voilà, le bouclier tarifaire, ça a joué. Donc aujourd'hui, ça va dans l'autre sens. Je dirais pas que c'est un scandale. On avait vu que le Sénat avait essayé de faire quelque chose de plus ciblé lors de l'examen du budget à l'automne dernier, avec un chèque électricité pour les 6 déciles, les 60% de Français, classe moyenne, classe modeste. Le gouvernement avait écarté ce dispositif à l'automne dernier. Vous le regrettez? Ça aurait été plus malin? Moi, je pense que tout ce qui est ciblé est plus malin. C'est comme les 30 centimes de ristourne sur le prix de l'essence, le carburant. C'est quelque chose qui a bénéficié aux gens qui partent en week-end en 4x4, les étrangers qui traversent la France. En fait, on a payé un peu tout le monde, alors que nous, on avait demandé ici au Sénat que ça soit ciblé. Et à travers les entreprises, on pouvait cibler sur les gens qui travaillent, qui ont besoin d'utiliser leur voiture pour travailler. Donc, d'une façon générale, souvent, on part trop vite sur des aides qui sont absolument pas ciblées et qui coûtent très très cher. Et qui coûtent très très cher, non pas à nous, mais aux générations futures. Donc à vous, hein, parce que vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Donc c'est vous qui allez payer tout ça à la fin, parce qu'on va vous laisser des tonnes de déficit et de dettes. Mais si on avait suivi les propositions du Sénat, ça veut dire que la hausse pour certains ménages les plus aisés, c'était votre proposition, aurait été bien au-delà de 10%. Si on avait aidé effectivement de façon ciblée, forcément, pour des ménages qui ont des moyens, la hausse, ils auraient suivi forcément les contraintes du marché. Marché qui est un peu bizarre, hein, parce que, en fait, l'électricité est liée au gaz. Donc c'est les prix du gaz qui ont explosé sur les marchés suite notamment au conflit en Ukraine, mais il y avait d'autres raisons aussi. Et en fait, on prend le coût marginal de production. Et le coût marginal de production, ça veut dire que c'est les dernières centrales qu'on utilise. Et les dernières centrales, la plupart du temps, c'est du gaz. Donc c'est pour ça que en fait, le prix de l'électricité est monté aussi haut, aussi vite. Et notre souci, nous, à la commission d'enquête, c'est d'essayer de voir comment on peut rapprocher le prix sur la facture du coût de production.
Ce qui serait normal, c'est-à-dire que le coût de production puisse servir de base au prix de l'électricité. Quentin ? J'ai une dernière question. C'est pas contre-intuitif de vouloir taxer davantage l'électricité quand on sait qu'on mise sur cette électricité pour les voitures, pour les mobilités? Ça va pas donner un mauvais signal au grand public? Alors on ne veut pas taxer davantage. On veut revenir à ce qui était auparavant. Et en tout cas, c'est la volonté du gouvernement. Moi, je défends pas forcément les taxes. Je dis simplement il faut remettre tout à plat pour bien comprendre le système. On fera sans doute des propositions sur la partie taxe. Moi, j'ai quelques idées là-dessus, mais je préfère les garder pour l'instant et pouvoir les partager avec les membres de la Commission. Et ensuite voir ce que décide la Commission. Mais on aura des propositions à faire. Je pense que c'est un travail très utile pour les Français, qu'on va réaliser ici au Sénat. C'est pas la première fois qu'on réalise ce type de travail. C'est pour comprendre comment fonctionne le mécanisme du prix. Voilà, du prix. Qui est très compliqué. Et puis savoir comment on va faire face, parce qu'on nous dit demain tout va être très électrique. Tous les usages vont être électriques. Donc on veut effectivement réduire la place des énergies fossiles, ce qui est normal, au profit de l'électricité. Mais est-ce qu'on va être en capacité de produire? Ou est-ce que demain, on va vous dire, la voiture électrique que vous venez d'acheter, là, ça sera 2 heures par jour, mais pas plus, monsieur? Donc ça, il faut quand même qu'on puisse le dire aux Français, leur dire, est-ce qu'il y aura des contraintes, est-ce qu'il n'y aura pas de contraintes? Alors dans cette commission d'enquête, il y a la question du prix, vous nous l'avez dit, vous voulez faire la transparence, il y aura aussi la question de la production dont vous allez parler? Tout à fait, puisque le président de la République a annoncé à Belfort en février 2022, ça fait quasiment maintenant 2 ans, qu'il changeait de pied sur le nucléaire. On a laissé le nucléaire en jachère pendant pas mal d'années, et alors que c'était une industrie sur laquelle on était en pointe et on avait beaucoup d'avance, on en a perdu beaucoup, il faut tout reconstituer. Est-ce que l'on va assez vite dans cette reconstitution et comment on va financer tout cela? Parce que on dit on va avoir un mix nucléaire énergie renouvelable, combien ça va coûter au mégawattheure, puisqu'on voulait rapprocher les prix d'électricité du coût de production. Donc il faut qu'on sache combien ça va coûter et comment ça va être financé. Parce qu'aujourd'hui, si vous pouvez me le dire, vous êtes très forte. La commission d'enquête, vous êtes réunie hier, le bureau s'est constitué hier. Est-ce que vous savez déjà quand vont commencer vos travaux et quelles seront les premières auditions ? Alors j'allais dire que mes travaux en tant que rapporteur ont déjà commencé, puisque moi ça fait un petit moment que je lis pas mal de choses sur le sujet et j'essaye d'être bien informé et de bien cibler nos auditions pour qu'elles soient utiles. Et le travail commence dès la semaine prochaine. Dès lundi prochain. Il y a déjà des premières auditions prévues ? Alors les premières auditions, je pense que ça sera dans 10 jours, mais avant la fin du mois. Vous souhaitez commencer par qui ? Plutôt par des économistes, des universitaires, des techniciens, parce qu'il faut quand même qu'on absorbe pas mal d'informations pour pouvoir ensuite aller vers les décideurs, à la fois les présidents de grandes entreprises comme EDF bien sûr, Total Energy, Engie, mais aussi les ministres. Et on terminera plutôt par les ministres, parce que là on aura des questions précises à leur poser et non pas des questions trop générales. Moi je ne veux pas rester dans des généralités, je veux rentrer dans le détail. Vous pensez remettre votre rapport quand ? On est obligé de le remettre dans les 6 mois. Donc c'est-à-dire avant le 17 juillet. Donc, ce sera avant ou vous laissez jusqu'à la mi-juillet ? Peut-être un petit peu avant, parce que le mois de juillet va être très occupé par les Jeux Olympiques. Et donc on a intérêt, nous, à essayer de sortir quelque chose fin juin, si possible. Avec une proposition de loi à la clé, ça pourrait déboucher sur un texte législatif ? Ça peut, c'est pas obligatoire, mais ça peut effectivement servir de base à des propositions de loi. Merci Quentin, à tout à l'heure. Merci Oriane, merci Vincent Delahaye. Oui, je reviens dans le club, on parlera de ce concept de réarmement, notamment démographique, présenté par le chef de l'État cette semaine. Ce sera à suivre dans le club. Merci Quentin. Et financé par qui ? Voilà, on n'a toujours pas la réponse. On peut poser cette question sur beaucoup de choses. Je la pose souvent, moi. Un mot, puisqu'on parle des questions de prix, de pouvoir d'achat pour les Français sur les autoroutes, parce que c'est un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Bruno Le Maire qui avait annoncé il y a quelques mois une augmentation de moins de 3% en 2024. Elle devrait être annoncée dans les prochains jours, cette augmentation. On est toujours sur cette fourchette ? Écoutez, quand on dit moins de 3%, c'est qu'on n'est pas loin des 3%. Donc pour moi, on va sans doute nous annoncer que c'est de 8 ou de 9. Moi, je m'attends à cela. Moi, je trouve que ce n'est pas justifié. Je trouvais déjà l'an dernier, on a augmenté de 4,75%. Alors, bien sûr, on va me dire c'est les contrats. Les contrats sont mal fichus. C'est le gros problème de ces concessions autoroutières, c'est pas la concession en elle-même, c'est les contrats de base. Et les contrats, ils prévoient que l'augmentation des tarifs chaque année dépend de l'inflation. Et de 70% de l'inflation. Donc, quand on a une forte inflation, comme on a eu l'an dernier, comme on va encore avoir
en partie cette année, on a une augmentation qui est assez forte. Alors que les coûts des sociétés d'autoroutes, les coûts de fonctionnement des sociétés d'autoroutes ne sont pas forcément liés à l'inflation et n'augmentent pas dans les mêmes proportions. Ce qui veut dire que quand vous augmentez leur chiffre d'affaires à travers l'augmentation du tarif des péages, vous augmentez leurs profits. Et ils ont déjà des profits qui sont nettement supérieurs à ce qu'ils étaient attendus à l'origine. Et c'est ce que je réclame de la part du gouvernement, c'est qu'ils tapent du poing sur la table et qu'à un moment donné, on puisse faire un point complet sur cette situation qui n'est pas intéressante pour l'intérêt général et pour l'ensemble des Français. On va voir l'actualité dans nos régions pour terminer. Pourquoi pas. On va à Vichy aujourd'hui dans l'Allier où on retrouve Mathieu Perrineau. Bonjour Mathieu, merci beaucoup d'être avec nous, responsable de l'agence de Vichy à la rédaction du journal La Montagne. Mathieu, on va parler aujourd'hui dans vos pages de votre dossier sur les difficultés des communes à trouver une assurance. Vous êtes allé rencontrer plusieurs élus sur ce sujet. Oui, exactement. On parle souvent de la hausse des coûts de l'énergie, de la baisse des dotations de l'État, mais les collectivités locales ont d'autres soucis qui se voient moins, des gros soucis d'assurance. Pour faire court, soit elles sont lâchées par leur compagnie, soit elles doivent payer des tarifs exorbitants. Quelques exemples. Le premier à Arcueil, une ville de 22 000 habitants du Val-de-Marne. En juin, la France, on s'en souvient, a connu des émeutes. Cette commune n'est pas épargnée. Il y a de la casse sur la voirie. La facture avoisine les 30 000 €. On est en juin. Le maire envoie la facture à son assurance, comme d'habitude, et part en vacances. À son retour, mauvaise nouvelle, il reçoit un avenant à son contrat qui lui annonce que sa franchise va passer de 1 500 à 2 millions d'euros en cas d'émeute. Autre exemple, dans la commune du Coteau dans la Loire, le maire n'a plus d'assurance depuis le 1er janvier. En fait, la commune a subi un violent orage de grêle en juin 2022 avec plus de 3 millions d'euros de dégâts et sa compagnie a préféré résilier son contrat. Et puis, je pourrais vous parler aussi de Dinan qui a dû prendre un assureur au Japon parce que personne ne répondait plus à son appel d'offres. Bref, les collectivités s'inquiètent. Plus d'1 millier de communes sont concernées, sont déjà concernées. Et c'est une source supplémentaire de démotivation pour les maires. Quelles sont les solutions, Mathieu, pour ces communes? Vers qui elles peuvent se tourner? Alors oui, heureusement, il y a quelques pistes de travail pour avancer sur ce sujet, parce que les assureurs sont parfois eux-mêmes en difficulté. L'une de ces pistes, c'est la hiérarchisation des sinistres. Ça veut dire quoi? Par exemple, que les communes pourraient arrêter de déclarer leurs petits sinistres, comme le rétroviseur cassé de la voiture de l'agent communal. Les communes pourraient donc s'auto-assurer et installer ces dépenses dans leur budget. Dans un deuxième niveau, les assureurs continueraient de porter les risques des collectivités en cas de sinistre sérieux, comme un incendie d'école par exemple. Et puis au troisième niveau, ce serait à l'État de prendre en charge les sinistres exceptionnels en cas d'émeute ou d'aléas climatiques. C'est donc un dossier brûlant, d'autant que le climat se dérègle de plus en plus et que la société française est inflammable. D'où ma question, monsieur le sénateur, comment avancer vite sur ces questions pour éviter qu'une émeute ou qu'un orage vide les caisses d'une commune et pour éviter de finir de démotiver les élus locaux? Oui, alors c'est un sujet que je connais bien puisque j'étais maire 22 ans. Ça fait 7 ans que je ne suis plus maire parce qu'il y a le cumul des mandats. On nous a empêchés de pouvoir être parlementaire et maire, ce que je trouve dommage. Et ces histoires d'assurance, c'est pas nouveau. Parce qu'en 2005, il y a eu aussi des émeutes. On a peut-être un peu oublié. Mais à Massy, j'ai eu un gymnase qui a brûlé. Et à l'époque, on était assurés, ça a été remboursé. Mais ensuite, les compagnies d'assurance, effectivement, nous ont fait monter les primes de façon assez conséquente et les franchises aussi. Et donc, j'ai fait mes calculs, j'ai regardé un petit peu tout ça. Et pendant plusieurs années, on a été notre propre assureur. Donc, on s'est auto-assuré et on a gagné de l'argent. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder à chaque fois, systématiquement. Et à la commission des finances, dont je fais partie au Sénat, on a décidé de réfléchir à la question pour faire des propositions dans le semestre qui vient, donc c'est avant l'été. On fera des propositions pour essayer d'obtenir des compagnies d'assurance, quand même, des engagements plus clairs vis-à-vis des collectivités et avec des choses qui soient acceptables pour tout le monde. Et effectivement, pour certaines communes, c'est vrai qu'une grosse commune peut absorber un peu plus facilement un incendie sur un gymnase. Une petite commune sur une école qui brûle, si elle a 3 écoles, c'est quand même super compliqué. C'est encore plus compliqué. Donc c'est une question qui, effectivement, concerne les collectivités territoriales.
le Sénat est la Chambre des territoires, donc en tout cas, on a pris conscience de ce sujet-là et on va le traiter. Mathieu, une autre question, vous avez votre réponse? Je crois que j'ai eu Mais c'est parfait. Mathieu, on regarde votre une alors. L'Allier en chantier, c'est à la une de La Montagne dans son édition de Vichy. L'Allier qui poursuit sa mue en 2024. Et on peut découvrir dans votre journal les principaux chantiers qui seront menés dans l'année à venir. Merci beaucoup Mathieu Perrineau. Merci. D'avoir été avec nous. Merci Vincent Delahaye. Merci à vous. D'avoir été avec nous pendant cette première demi-heure.